Alors, c'est la suite du cours sur l'oxydoréduction. Là, on est au paragraphe sur les domaines de prédominance ou d'existence. Donc, si on s'intéresse au couple du fer, vous avez le premier couple Fe2 + Fe avec un potentiel standard. La formule de Nernst, quand on l'applique à ce couple-là, vous vous rappelez, c'est le potentiel standard, E0, qui est donné toujours, plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons. Là, il y en a un seul échangé, donc on divise par 1. C'est pas obligé de l'écrire d'ailleurs. Et ensuite, toujours la forme oxydée en haut. La forme oxydée, c'est la première quand on écrit le couple, divisé par l'activité de la forme réduite. Comme les deux espèces sont en solution, pour les deux, ça va être une concentration. Et si on s'intéresse au deuxième couple maintenant, celui Fe2 + Fe, le fer, c'est un solide, un métal. Donc, quand on va appliquer la formule de Nernst, cette fois, le réducteur qui sera en bas, au dénominateur, comme c'est un solide, on va diviser par 1. Son activité, c'est 1. Et là, cette fois, il y a deux électrons échangés, Fe2 + Fe. Donc, si on essaie de placer sur un diagramme de potentiel toutes les formes qu'on considère, vous avez au plus grand potentiel Fe3+, le domaine de prédominance, prédominance puisque c'est une espèce qui est soluble, prédominance toujours par rapport à l'autre espèce Fe2+. Alors pourquoi pour ces deux-là, on a une valeur plus élevée que pour l'autre? C'est parce que le potentiel standard 0,77, il est beaucoup plus grand que l'autre, pour ces deux-là, qui est négatif en plus, donc qui est beaucoup plus petit. Donc le domaine de prédominance de ces deux espèces, il va être plus élevé, et on met toujours la forme oxydée du côté du plus grand potentiel. Ça se voit dans la formule ici. Si vous avez Fe3+, qui est très supérieur à Fe2+, le rapport ici, mettons qu'il soit égal à 1000, qui est 1000 fois plus de l'un que de l'autre, log de 1000, ça fait 3, et vous voyez que là, vous aurez une valeur qui est supérieure au E0. Donc, si Fe3+ est 1000 fois supérieur à Fe2+, on a un potentiel E qui est plus grand que E0. C'est-à-dire, on va se trouver de ce côté-là. C'est pour ça qu'on sait que la forme oxydée est du côté du plus grand potentiel. Alors, quelle est la valeur limite ici à la limite de prédominance? La limite de prédominance, ce trait, ça correspond au moment où on a exactement autant de concentration entre Fe2+ et Fe3+. Donc, la valeur de potentiel à la limite, ça correspond juste à E0, potentiel standard, puisque ce terme-là, il s'est simplifié. Si vous avez égalité des concentrations, le rapport, ça fait 1, log de 1, ça fait 0, et donc tout ça disparaît, il vous reste juste E0, potentiel standard. Alors, pour calculer la limite ici entre l'existence du solide, soit il y en a, soit il n'y en a pas, et à côté le domaine de prédominance Fe2+, là, on ne peut pas donner une égalité de concentration puisque le fer solide, il n'est pas en solution, il est dans sa propre phase. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que toute la concentration Fe2+, elle reste, et on va avoir une expression qui va dépendre de la concentration Fe2+. J'ai 0,03 ici, parce qu'on a divisé 0,06 par 2. Donc, la valeur du potentiel ici, ce trait, vous voyez, qui dépend de la concentration Fe2+ dans le système. Ici, pour cette limite de prédominance, on a juste le potentiel standard, parce qu'on a égalé les deux concentrations Fe2+, Fe3+. Alors que là, on n'a pas pu faire une égalisation, puisque en bas, 1 pour le solide, ça ne se simplifierait pas. Alors, dans le couple Fe3+, Fe2+, Fe3+, c'est le premier qu'on donne. C'est celui en plus qui a le plus grand potentiel. Donc ça, c'est la forme oxydée.
Donc, si celui-là, Fe3+, c'est la forme oxydée, celui d'à côté, Fe2+, lui, forcément, c'est la forme réduite. Et si on s'intéresse à l'autre couple, Fe2+, Fe, Fe2+, c'est le premier qu'on dit, et c'est celui qui est à côté des électrons, donc lui aussi, c'est la forme oxydée, et l'autre, c'est la forme réduite. Ça marche tout le temps. Le premier qu'on dit du couple oxydé, le deuxième, c'est le réduit. Donc, vous voyez que Fe2+, c'est la forme réduite pour un couple, et c'est la forme oxydée pour un autre couple. Donc, Fe2+, en fait, c'est un peu comme une girouette. Il ne sait jamais à l'avance s'il va être la forme réduite ou la forme oxydée. Et en fait, ça va dépendre de ce qu'il y a à côté de lui. S'il y a un oxydant à côté de Fe2+, il va se comporter comme un réducteur. Et inversement, s'il y a un réducteur à côté, il va se comporter comme un oxydant. Donc, Fe2+, il est à la fois un réducteur ou un oxydant en fonction de ce avec quoi il est mélangé. Et donc, on utilise une appellation qui ressemble à ce qu'on utilise pour les pH, un ampholyte qui est à la fois acide ou basique. Donc, on dit que c'est un ampholyte redox, puisque là, il n'y a pas d'histoire d'acide ou de base, mais par contre, c'est de l'oxydoréduction. Donc, Fe2+, on dit que c'est un ampholyte redox. Il peut se comporter soit comme un oxydant, soit comme un réducteur, en fonction de ce avec quoi il est mélangé. Alors maintenant, si on revient sur ce diagramme, Fe2+, on voit qu'il existe au milieu entre une certaine valeur maximum et une valeur minimum. Par contre, Fe3+, lui, il ne peut être prédominant que si son potentiel il est supérieur à cette valeur, 0,77. Le fer solide, il peut exister que si le potentiel est plus petit que cette valeur, qui va être de l'ordre de moins 0,44 à peu près. Donc, ce qu'on constate, c'est que les formes Fe3+, et Fe, elles ne peuvent pas exister en même temps. Ça, c'est le mot coexister. Elles ne peuvent pas coexister parce qu'elles n'ont pas de domaine en commun. On ne peut pas avoir un potentiel qui, en même temps, est supérieur à 0,77 et aussi inférieur à moins 0,44. Donc, Fe3+ et Fe, comme elles ne peuvent pas rester en présence l'une avec l'autre sans réagir, elles vont réagir l'une sur l'autre. Et donc, si on met un morceau de fer dans une solution Fe3+, le fer c'est Fe, il va se produire une réaction qu'on appelle média-mutation. En fait, les deux espèces Fe et Fe3+ vont réagir une sur l'autre. Alors, pour trouver l'équation de la réaction, on écrit les deux couples dans le sens où la réaction va avoir lieu. Le fer, il va se transformer en Fe2+, puisque Fe2+, c'est ce qui se trouve au milieu, et Fe3+, va se transformer en Fe2+. Donc, pour les deux Fe3+ et Fe2+, ils vont se transformer sur le même élément, Fe2+. Donc, le premier couple, on l'a écrit à l'envers. Le réducteur donne l'oxydant plus 2 électrons. Et le deuxième, on l'a écrit dans le sens d'un couple classique, oxydant-réducteur. Alors, pour trouver la réaction, on ne peut pas faire une addition simple, parce que vous voyez que le nombre d'électrons, il n'a pas la même valeur. Si je faisais une addition directement, j'aurais un électron en plus de ce côté. Or, les électrons, je vous ai dit, ils n'existent pas dans une solution. Ils peuvent être échangés, mais ils ne peuvent pas rester dans le liquide. Donc, on est obligé de faire une combinaison linéaire. Combinaison linéaire, c'est-à-dire il va falloir avoir les mêmes nombres d'électrons de chaque côté. Donc, la première ligne, on va la multiplier par 1, c'est-à-dire on la laisse, et on aura 2 électrons échangés. Et la deuxième, pour avoir aussi 2 électrons échangés, ce qu'on fait, c'est que cette ligne, on va la multiplier par 2,
Donc, on aura 2 Fe3+, 2 électrons et 2 Fe2+. Et ensuite, il suffira d'additionner. Et quand vous additionnez, on a un fer solide, 2 Fe3+, ça vient de la combinaison linéaire, et en tout, 1 plus 2, ça fait 3 Fe2+. Et vous voyez que les électrons, il n'y en a plus. Il ne faut pas qu'il y ait d'électrons pour une réaction redox. Alors maintenant, je vais vous présenter ce qu'on appelle le diagramme potentiel pH. Diagramme potentiel pH, c'est un chapitre à part qui sera traité plus tard. Donc, un diagramme potentiel pH, c'est en abscisse le pH qui va de 0 à 14 et en ordonnée le potentiel qui va d'une valeur minimum à une valeur maximum. Et ça, ces valeurs-là, ces bornes, elles peuvent changer. Ça va dépendre des différentes espèces. Vous voyez que dans le cas du fer, on va de -1 à plus 1,5. Mais si je prends un autre diagramme du cuivre, on n'a pas tout à fait les mêmes bornes. Et encore un autre, encore des bornes différentes. Donc les bornes, elles vont dépendre des couples. Alors ce qui change sur ce diagramme, pour faire simple, c'est que l'axe de potentiel qui est vertical, ici, il est analogue à celui qu'on avait horizontal tout à l'heure. Cet axe, c'est comme si on l'avait fait tourner d'un quart de tour et qu'il se retrouvait vertical au lieu d'être horizontal. Donc vous voyez que tout en bas, pour le potentiel le plus bas, on a le fer, au milieu Fe2+, et en haut Fe3+. Donc tout en bas, on a le fer, puis ici Fe2+, et ici Fe3+. Alors, cette ligne-là, ça correspond à la limite entre Fe et Fe2+. Et cette limite, on a vu tout à l'heure, la limite entre Fe et Fe2+, c'est ce qui était donné ici. Entre Fe et Fe2+, vous avez un E0 qui valait moins 0,44 plus 0,03 log de la concentration Fe2+. Donc, si vous regardez ce qu'il y a écrit ici, il y a marqué que la concentration totale en fer, ça veut dire la concentration en ion Fe2+, ou Fe3+, c'est 1 mol par litre. Si je suis à la limite où il n'y a que Fe, Fe2+, tout le fer en solution, c'est Fe2+. Donc la concentration Fe2+, ça va faire 1 mol par litre. Le terme log de 1, il disparaît, et là, il va rester uniquement E0, c'est-à-dire moins 0,44 volts. Donc ici, cette valeur limite, qui correspond à ce trait, on voit que c'est juste au-dessus de moins 0,5, c'est à moins 0,44 volts. Et la limite supérieure, entre Fe2+, et Fe3+, c'est pareil. Donc, comme tout à l'heure, c'était une limite de prédominance, on a vu que c'était uniquement E0, c'est-à-dire 0,77 volts, parce qu'on a égalité des concentrations Fe2+, Fe3+. Donc, sur le diagramme du bas, ici, on a 0,77 volts. Alors, si on a un pH inférieur à 2, à peu près 2, si on est sur une bande ici verticale, sur cette bande-là, le diagramme qu'on avait vu sur l'axe horizontal, il s'applique. Il marche exactement de la même façon. Par contre, si le pH il augmente, si le pH il dépasse 2, Fe3+, il va se transformer avec des OH- en FeOH3 solide. Et ici, si le pH dépasse à peu près 7, Fe2+, il va disparaître et il sera remplacé par FeOH2. Alors, FeOH2 et FeOH3, c'est ce qu'on pourrait assimiler en première approximation à de la rouille. Vous savez, le fer, quand on le laisse en extérieur, il subit de la corrosion et puis il devient un peu rouge, la rouille. Donc la rouille, c'est un mélange de fer, d'oxydation 2 et 3. Après, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en première approximation, on peut considérer que ça, c'est la corrosion qu'a subi le fer.
Donc, nous, on va se limiter uniquement ici. Alors, ce que vous constatez sur ce diagramme, c'est que on voit bien que le fer solide, il existe sur tout ce domaine-là, qui est en pH qui va de 0 à 14, mais par contre, le potentiel, il ne peut pas dépasser une certaine valeur. S'il est au-dessus de moins 0,5, et là, ça diminue, le fer ne sera plus existant. Il va se transformer, par exemple, en Fe2+. Et Fe2+, lui aussi, il a une valeur, il existe entre des limites de potentiel définies, à peu près entre moins 0,44 et plus 0,77 pour un pH petit. Et si on augmente le potentiel, on se transforme en Fe3+. Donc la réaction qu'on a vue, qu'on appelle de médiamutation, on peut aussi la symboliser ici sur ce dessin. Vous pouvez rajouter. Si on met en présence Fe3+ et Fe, on voit que les deux espèces ne peuvent pas exister en même temps parce que les conditions pour qu'elles existent, elles sont dans des domaines tout à fait différents. Donc Fe3+, il va se transformer en Fe2+, il va être réduit pour ressembler à l'espèce avec laquelle il est, et Fe solide, lui, il va s'oxyder, il va se transformer en Fe2+. C'est exactement ce qu'on a fait apparaître ici. Le fer se transforme en Fe2+, et Fe3+, se transforme en Fe2+. Donc, on peut le représenter comme ça. Si on met en présence les deux espèces qu'on a entourées, elles vont réagir une sur l'autre, elles ne peuvent pas coexister. Et donc, à l'arrivée, on aura Fe2+, et on aura épuisé le limitant, soit Fe, soit Fe3+. Ça va dépendre des quantités qu'on avait mis au début. On va faire la réaction jusqu'à épuiser le réactif limitant. Est-ce que vous avez des questions sur le potentiel pH du fer ou sur cette page? Sinon, je continue. Alors, comment écrire des réactions redox à l'aide de deux couples? Ça, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire, on l'avait vu en TP. Donc, les électrons qui ne peuvent pas exister dans une solution, on les échange ou alors ils restent dans les fils électriques. Donc, pour écrire une réaction redox, comme on a vu tout à l'heure, on écrit les demi-équations dans le sens prévu et ensuite on fait la combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Exemple, ce qu'on avait vu en TP, la pile Daniel, cuivre-zinc. On a le couple du cuivre Cu2 plus Cu, avec Cu2 plus la forme oxydée, donc c'est celle qui a le plus grand potentiel, Cu c'est la forme réduite. Vous avez une valeur de 0,34 volts. Et pour l'autre couple, celui qui est en gris, ici, le couple du zinc, Zn2+, la forme oxydée, et Zn, la forme solide, moins 0,77. Donc, vous voyez que je peux récupérer ça. Voilà. Si je mets en présence Cu2+, et Zn, ils ne peuvent pas coexister, puisque Cu2+ ne peut exister que si le potentiel est supérieur à 0,34 et Zn ne peut exister que si le potentiel est plus petit que 0,77. Donc, ils ne vont pas pouvoir rester dans un état d'équilibre. Ils vont réagir l'un sur l'autre. Cu2+ va se transformer en Cu et Zn va se transformer en Zn2+. Alors, quand je dis ils ne peuvent pas coexister, on est bien d'accord que ici, c'est le bécher du zinc, ici, c'est le bécher du cuivre. Ils ne sont pas mélangés l'un avec l'autre, mais par contre, ici, on a mis une pince croco pour faire tenir ensemble les deux valeurs, les deux électrodes, ça c'est en cuivre, ça c'est en zinc.
Donc, dans ce bécher-là, on impose d'avoir une valeur unique de potentiel. Le potentiel, ça va être le même dans les deux solutions, puisque la pince croco, elle va imposer que les deux électrodes, elles aient le même potentiel. Et donc, ce potentiel, il va se trouver à peu près au milieu entre les deux valeurs limites, 0,34 et moins 0,77, à peu près ici. Donc, vous voyez que CU de plus ne peut pas rester tel qu'il est, puisque lui, pour exister, il faut qu'il ait une valeur de potentiel plus grande. Donc, CU de plus va se transformer en CU pour que son potentiel diminue. Donc, on a la réaction qui est ici. CU de plus, il va se transformer en CU. Et le zinc, lui, il va avoir envie de passer de ce côté. Il va avoir envie de se transformer en Zn de plus. Donc, dans une pile, même si les espèces ne sont pas en présence dans le même bécher, on va avoir la réaction qui aura lieu parce que la pince croco, ici, elle impose que le potentiel soit le même dans les deux béchers. Alors, faire la combinaison linéaire pour éliminer les électrons, là, c'est de la rigolade, puisqu'on a le même nombre d'électrons, il suffit d'additionner. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en TP. Alors, malheureusement pour vous, des fois, ça ne va pas être aussi simple. Donc, on passe à la page suivante. Cas particulier. Si les deux espèces qui sont réactifs sont identiques, on parle de dismutation. Alors, c'est quoi les deux espèces que j'appelle réactifs? Je vous remontre ici. Ceux que je vais appeler les réactifs, c'est ceux qui sont de ce côté. Donc, si les deux espèces sont les mêmes, on parle de dismutation. Un seul réactif va donner deux produits. Exemple de dismutation sur le diagramme du cuivre. Alors, le cuivre, les espèces les plus connues, ça c'est le diagramme potentiel pH, les espèces les plus connues pour le cuivre, c'est le cuivre solide, qui est orangé, c'est ça qu'il y a dans les fils électriques, et l'ion Cu2+, qui est bleu, qui est en solution aqueuse. Et si on augmente un peu trop le pH, on va faire précipiter. Cu2+, avec OH-, il va donner ce précipité bleu. Et on a aussi Cu2O, une autre espèce. Vous voyez que sur ce diagramme-là, on n'a pas l'ion Cu+. On a juste Cu ou Cu2+. Mais en fait, Cu+ existe. Et on peut trouver dans la littérature le potentiel standard du couple Cu plus Cu, qui fait 0,52 volts. Donc, à cette limite 0,52 volts, on va avoir la forme oxydée Cu+, qui est de plus grand potentiel, et la forme réduite Cu, plus petit potentiel. Là, j'ai supposé qu'on prenait, par exemple, Cu+, égale 1 mol par litre. Donc, je n'ai pas le log de la concentration dans la relation de Nernst, j'ai juste 0,52, j'ai fait simple. Donc, l'espèce Cu+, elle va prédominer, elle va pouvoir exister seulement si le potentiel E, il est de ce côté, Cu+. Si jamais le potentiel, il était trop petit, celle qui prédomine, qui existe, c'est Cu. Donc, la condition sur Cu+, il faut que le potentiel soit plus grand que 0,52 volts. Et une autre valeur de couple standard donnée, c'est Cu2+, Cu+. Là, la valeur, c'est 0,15 volts. Donc, pareil, si vous placez sur le diagramme de prédominance, Cu2+, c'est la forme oxydée. Donc, elle est forcément avec un potentiel plus grand. Et Cu+, elle, c'est la forme réduite, potentiel plus petit. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Cu+, il peut prédominer sur Cu2+, que si on est de ce côté-là. Si le potentiel E, il est inférieur à 0,15 volts. Alors ça veut dire quoi? Il faudrait avoir en même temps
un domaine où le potentiel soit plus grand que 0,52 volts, qu'on soit de ce côté, et en même temps que le potentiel soit plus petit que 0,15 de ce côté, pour avoir l'espèce Cu+ en solution. Et là, on voit que c'est impossible que le potentiel soit en même temps plus grand que 0,52 et plus petit que 0,15. Donc Cu+ ne va pas pouvoir trouver un domaine où il est majoritaire. Cu+, il sera minoritaire à la fois devant le cuivre solide et devant Cu2+. Conclusion, Cu+ n'existe pas en solution dans un liquide. Cu+, du coup, ne va pas apparaître seul dans le diagramme du cuivre. Alors, ce qu'on vient de démontrer là, ça ne veut pas dire que Cu+ n'existe pas. Ça veut juste dire que si on met Cu+ dans l'eau, spontanément, il va se détruire. L'espèce Cu+, elle existe dans des cristaux ioniques, et c'est bien parce qu'elle existe qu'on a défini des valeurs de potentiel standard. Donc, il existe CuBr, le bromure de cuivre 1, mais par contre, si on essaie de dissoudre le bromure de cuivre dans l'eau, la première étape de dissolution, on forme des ions, Cu donne Cu+, et Br donne Br-. Et dans une deuxième étape, comme Cu+ n'est pas stable en solution aqueuse, on a vu qu'il ne pouvait pas exister, il va se transformer en Cu et Cu2+. Donc Cu+, ici, il réagit sur lui-même. C'est ça que j'appelle les deux formes réactives sont identiques. Les deux espèces réactives sont identiques. Cu+ réagit sur lui-même. Le Cu+ de ce côté réagit sur le Cu+ de l'autre côté pour donner Cu2+, et celui-là il va donner Cu. Donc quand on fait la réaction, 2 Cu+ donne le Cu solide plus le Cu2+ aqueux en solution. Par contre, on voit que ici, Cu2O, c'est l'oxygène, on avait vu que son degré d'oxydation c'est -2, comme si c'était O2-. Et comme il y a deux ions cuivre avec O2-, forcément, c'est 2 fois Cu+, qui va être cristallisé avec 1 fois O2-. Donc Cu+ existe à l'état solide ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Cette zone-là, elle se rétrécit et la ligne qu'on a ici, c'est comme si on avait mis Cu+ en solution et qu'il s'était transformé pour donner ce qu'il y a dessus et dessous, Cu2+ et Cu. Donc la réaction qui est ici, c'est celle qui est symbolisée par les flèches. Cu+ qui serait à la limite, si on l'avait mis en solution, il se serait séparé en deux espèces, Cu2+ et Cu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dismutation. Une espèce qui en donne deux, ça c'est une dismutation. Et la différence, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on appelait la médiamutation, ou l'autre appellation, c'est l'inverse d'une dismutation, la rétrodismutation, c'est qu'au contraire, les deux formes différentes en donnent une seule à l'arrivée. Donc ça, c'est la rétrodismutation ou médiamutation. Donc soit on a deux réactifs différents qui donnent un seul produit, ça c'est la médiamutation. Et l'autre possibilité, la dismutation, c'est qu'une espèce Cu+, qui était sur cette limite, va donner Cu2+ et Cu. Alors, on va prendre un autre exemple, le diagramme de l'iode.
Donc, dans le diagramme de l'iode, on donne le couple IO3- I2. IO3- I2, c'est la limite entre ça et ça. Ça correspond à ça, cette séparation. Et le potentiel standard, 1,19 volts. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les potentiels standards, on va toujours les donner à pH égale 0. pH égale 0, c'est-à-dire sur cette verticale. Donc, 1,19 volts, ça correspond à la valeur ici, où cette droite de séparation coupe l'axe vertical des ordonnées. C'est l'ordonnée à l'origine, 1,19. OK ? En général, c'est toujours ce style-là. Alors, si on s'intéresse au couple IO3- I2, la forme oxydée IO3-, elle existe pour un potentiel plus grand. Ça se voit puisque IO3-, c'est au-dessus de I2. Donc ici, si j'enlève la séparation, on voit qu'IO3-, il existe pour un potentiel plus grand que I2. La séparation, c'est à 1,19 volts. Et ensuite, l'autre couple qu'on vous donne, c'est I2I-. I2I-. La forme oxydée, c'est celle qui a le plus grand potentiel. Donc, I2, c'est la forme oxydée, I-, la forme réduite. Alors, vous voyez que I2, il apparaît deux fois. Donc, I2, c'est la forme oxydée du couple I2I-. Et I2, c'est la forme réduite du couple IO3- I2. Donc, I2, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure un ampholyte redox. En fonction de ce avec quoi il va réagir différemment. Donc, la limite ici, à peu près, elle va être de 0,54 volts. Donc, si on veut savoir le domaine où I2 peut exister seul, il faut que, en même temps, le potentiel soit inférieur à 1,19. Il faut être de ce côté. Potentiel inférieur à 1,19. Et pour l'autre couple, il faut que le potentiel soit, pour avoir I2, il faut que le potentiel soit supérieur à 0,54. Donc là, c'est possible. On peut avoir en même temps un domaine où le potentiel est plus grand que 0,54 et plus petit qu'1,19. C'est-à-dire, ici, je vous montre le segment sur lequel I2 peut exister. Mais ce segment, c'est uniquement à pH 0. On voit que si le pH augmente, par exemple, si le pH égale à 2, la limite horizontale ici, elle ne change pas, puisque par définition, une horizontale, c'est constant. Par contre, l'autre domaine, l'autre limite ici qui descend, elle se rétrécit de plus en plus. Donc, on peut dire que l'espèce I2, elle existe en solution si le potentiel est compris dans cet intervalle. Par contre, ce que j'ai oublié d'écrire, c'est APH égale 0. Parce que si on met un pH plus grand, le domaine il est plus petit. Et donc, I2, il peut apparaître sur le diagramme de l'iode. Par contre, que va-t-il se passer si le potentiel, si le pH augmente? Donc, si le pH augmente, la zone de stabilité de I2 diminue, puisqu'on a vu que cette ligne, elle descend. Que va-t-il se passer quand le pH est à peu près à 6? On est encore dans un domaine où I2 peut exister. Donc, I2 à pH 6, il va exister en solution. Par contre, dès qu'on arrive à 7, une solution I2 qu'on va placer en milieu basique, elle ne va pas pouvoir rester sous forme I2 parce que vous voyez que le domaine I2 disparaît. C'est comme si c'était cette ligne. Mais une ligne, ce n'est pas un domaine. Et en plus, cette ligne, c'est la limite entre I- et IO3-. Donc, si on arrive à une valeur où le pH est supérieur à 7, à ce moment-là, I2 va se transformer
en les deux espèces qui pouvaient donner et qui sont stables. Donc I2 va se transformer en IO3- et en même temps en I-. Et donc on va dire qu'il se dismute. Il se dismute en deux espèces, I- et IO3-. Donc il fallait écrire, pour trouver la réaction qui va avoir lieu effectivement, là c'est plus compliqué que celle du cuivre, il faut écrire les deux demi-équations dans le sens prévu. Donc I2 donne I-. Il faut équilibrer d'abord, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs étapes, il faut équilibrer d'abord les espèces autres que H et O, donc là c'est l'iode. Ensuite, l'oxygène en ajoutant H2O, mais il n'y en a pas besoin ici. L'hydrogène en ajoutant H+, il n'y en a pas besoin. Et les électrons, là, il y en a deux. Donc ça, cette équation, c'est la plus simple à équilibrer. Ensuite, pour l'autre, I2 se transforme en IO3-. Donc, on équilibre d'abord les espèces autres que H et O, c'est-à-dire l'iode. Ensuite, on doit équilibrer l'oxygène. Il y en a combien d'oxygène? Il y en a pour 2 ions dans la molécule, il y en a 3. Donc, il y en a 6. Donc, on doit ajouter ici 6H2O. Et ensuite, on doit équilibrer l'hydrogène en ajoutant H+. Là, il y en a 2 fois 6, 12. Donc, 12H+. Et pour finir, les charges. Donc, de ce côté, il y a combien de charges? Il y a 12 plus et 2 moins. Donc, ça fait 10 plus. Et de l'autre côté, il n'y a pas de charge. Donc, pour équilibrer les charges, comme les électrons sont négatifs, il va suffire d'ajouter 10 électrons. Ça va compenser ici les 10 charges plus qu'on avait de ce côté. Donc, deuxième étape, faire la combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Donc, la combinaison linéaire, on a 10 électrons ici et seulement 2 là. Alors, la combinaison linéaire, ça ne veut pas dire celle-là, la première, on multiplie par 10 et la deuxième, on multiplie par 2. Ça ferait 20 électrons, mais il y aurait plus simple. Donc, pour éliminer les électrons, il suffit d'arriver à 10. Et ici, 2 fois 5, 10. Donc, la première ligne, on la multiplie par 5. Et la deuxième, on la laisse telle qu'elle. Et après, on ajoute. Donc, combinaison linéaire, c'est la première ligne fois 5 plus la deuxième ligne. Donc, I2, en tout, il y en aura 5 plus 1, 6. H2O, ça va rester. I-, il y en aura 2 fois 5, 10. IO3-, ça ne change pas. Et H+, non plus. Et les électrons, évidemment, il n'y en a plus. Puisque le but, c'était de les éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que tous les coefficients stoichiométriques, 6, 6, 10, 2 et 12, ils sont pairs. Ça veut dire qu'on pourrait simplifier en divisant tout par 2. Ça, on n'aurait pas pu le prévoir à l'avance. Donc, quand on constate que tous les coefficients sont simplifiables, on simplifie pour avoir des entiers minimums. Là, ce n'était pas le cas, on n'avait pas les entiers minimums. Alors, troisièmement, la réaction, elle a lieu à pH supérieur à 7. Puisqu'on a dit, si le pH est inférieur à 7, I2 existe. Donc, I2 ne va pas se dismuter s'il peut exister. I2 se dismute que s'il n'a pas le choix. Et s'il n'a pas le choix, c'était parce que le pH était supérieur à 7. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le cas où le pH est supérieur à 7, on dit que la solution est basique. Donc, quand le milieu est basique, on n'a pas le droit de dire que la réaction libère des H+.
puisque en milieu basique, les H+ seraient neutralisés instantanément. Donc la solution, ça va être d'ajouter des ions OH- à l'équation, à cette équation-là. Et combien on va en ajouter? Autant qu'il y avait de H+. Donc le but, c'est de neutraliser H+, puisque la réaction, on a dit, elle est valable pour un pH supérieur à 7. Et pH supérieur à 7, ça veut dire milieu basique. Donc en milieu basique, je n'ai pas le droit d'écrire H+. Donc on va ajouter autant de OH- qu'il y avait de H+. Donc je vais ajouter de ce côté 6 OH-, puisqu'il y avait 6 H+. Par contre, si j'ajoute de ce côté de l'équation ça avec ça, ça me fait une neutralisation, mais ça déséquilibre l'équation bilan qui est là, et une équation bilan, je vous rappelle qu'elle doit être équilibrée. Donc si j'ai ajouté d'un côté, je suis obligée d'ajouter aussi de l'autre côté. Donc j'ajoute 6 ici pour neutraliser 6H+, et en même temps, je dois ajouter de l'autre côté. Alors qu'est-ce que ça donne 6H+ en présence de 6OH-? Ça, c'est comme si on avait 6H2O. Donc 6H+ plus 6OH-, c'est comme si à la place de ça, je remplaçais par 6H2O. H+ plus OH-, ça fait H2O. Donc au final, j'ai ajouté, c'est comme si j'avais ajouté 6OH-, et de l'autre côté, c'est comme si j'avais 6H2O. Mais vous voyez que des H2O, il y en avait déjà là. Il y en a 3. Donc j'en ai 3 d'un côté et 6 de l'autre. Donc on va pouvoir simplifier. Les 3 qui sont là, on les enlève. Et les 6 qui sont là, on en a neutralisé 3. Donc au final, en milieu basique, l'équation, les 3 H2O ont disparu. Ils sont remplacés par 6 OH-. Donc on a bien I2 en milieu basique qui va donner à l'arrivée 3 H2O. Voilà, donc si on vous dit qu'une réaction s'écrit en milieu basique, il faut éliminer tous les H+ qui étaient écrits dans cette réaction. Alors, je reprends un exemple qu'on a déjà vu. Si les deux espèces produits sont identiques, on parle de médiamutation ou rétrodismutation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le diagramme du fer, que le fer solide et Fe3+, ils existent dans des domaines différents. Donc, si on met le fer en présence de Fe3+, ils vont réagir un sur l'autre pour donner du Fe2+, qui est la zone au milieu. Ça, c'est une équation très simple. Et on va voir le cas du manganèse, qui est une équation plus compliquée. Alors, le diagramme du manganèse, voilà la bête. Donc, vous voyez que c'est des fois des diagrammes potentiels pH qui peuvent être très compliqués. Alors, évidemment, il n'y en a aucun qu'on doit retenir par cœur, on vous les donne. Le plus souvent, dans les exercices, on vous donne un diagramme où il y a toutes les limites tracées, mais par contre, il n'y a aucun élément à l'intérieur. Toutes les espèces, elles ont été effacées et c'est à vous de les retrouver en cherchant les degrés d'oxydation, en cherchant les acides ou les bases. Donc ça, c'est pour le prochain chapitre sur les diagrammes potentiels pH. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs espèces. Il y en a beaucoup dans le cas du manganèse. Alors moi, je vais m'intéresser à des espèces qu'on aura besoin pour le TP de demain. Les espèces MnO4-, celle-là, et MnO2. Enfin non, plutôt MnO4- et Mn2+, celle-là.
Donc, MnO4-, vous voyez qu'il n'est pas directement lié avec Mn2+. MnO4-, il est en contact avec MnO2, et MnO2, lui, est en contact avec Mn2+. Mais comme MnO2, c'est un solide, il arrive qu'on considère que MnO4- donne directement Mn2+. Ça, ce sera le cas dans le TP de demain, parce que c'est un couple rapide, alors que former un solide, c'est un couple lent. Donc, si je considère cette limite avec les deux formes MnO4- et MnO2, vous avez un potentiel standard. Et donc, la limite, on aura forcément la forme oxydée de plus grand potentiel. Il se trouve au-dessus. Et MnO2 se trouve en dessous. Donc, l'espèce MnO4-, elle prédomine sur MnO2 si le potentiel il est plus grand que 1,70 de ce côté. Et pour l'autre couple, MnO2, Mn2+, ces deux-là, la forme oxydée, c'est MnO2, la première qu'on cite, Mn2+, c'est la forme réduite. Donc, Mn2+, prédomine sur MnO2 si on est de ce côté-là, c'est-à-dire si le potentiel il est plus petit que 1,23 volts. Donc, si on fait une expérience en chimie, un dosage, et qu'on se trouve à libérer des espèces MnO4- et Mn2+, dans le même bécher, ces deux espèces, elles ne peuvent pas exister en même temps, on le voit, puisque MnO4- et Mn2+ n'ont pas des domaines communs. Donc forcément, ils ne peuvent pas coexister et ils vont réagir l'une sur l'autre. Donc si on a dans le bécher à la fois MnO4- et Mn2+, alors ils vont réagir l'une sur l'autre par une réaction de médiamutation où ils vont donner la forme qu'on a au milieu. Donc MnO4- va donner MnO2 et Mn2+ va donner MnO2. Alors par contre, comme c'est un solide, ça se fait lentement. Donc dans le TP, en général, la réaction de dosage se fait plus vite que la réaction de précipitation. Mais si on attend longtemps, une fois qu'on a fini la manip, alors il va se former ce solide marron sur les parois qu'après il faut dissoudre. Alors pour écrire la réaction de médiamutation, c'est-à-dire MnO4- en présence Mn2+ qui donne MnO2, donc c'est comme tout à l'heure, écrire les demi-équations dans le sens prévu. MnO4- donne MnO2, Mn2+ donne MnO2, équilibré. Donc il faut équilibrer d'abord le manganèse Mn, donc ça c'est fait. Ensuite, équilibrer l'oxygène en ajoutant H2O. Là, vous avez 4 oxygènes, là il n'y en a que 2. Donc on va devoir ajouter H2O. Il en faut 2. Donc maintenant l'oxygène est équilibré, il y en a 2 plus 2, 4. Ensuite, il faut équilibrer l'hydrogène en ajoutant H+. L'hydrogène, vous voyez qu'il y en a 4. Donc on va devoir ajouter 4H+. Mince, je n'ai pas fait la bonne manip. Il va falloir ajouter 4H+. Et pour finir, les électrons, les charges. Donc vous avez 4 charges plus ici et une charge moins. Donc en tout, c'est un excédent de 3 charges plus. Donc on doit ajouter 3 électrons pour que ce soit équilibré. Donc la première, elle est équilibrée. Et la deuxième, donc on équilibre le manganèse, c'est fait. Ensuite, l'oxygène en ajoutant H2O. Comme il y a 2
oxygènes, il va falloir ajouter 2 H2O. Ensuite, on équilibre l'hydrogène en ajoutant H+. Donc là, on a besoin de 4 H+. Et en dernier, les charges. De ce côté, il y a 4 charges plus. De l'autre côté, il n'y en a que 2. Donc ici, on a un excédent de 2 charges plus. Donc il suffit d'ajouter 2 électrons. Donc ensuite, deuxième étape, faire la combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Donc la combinaison linéaire, là, il y a 3 électrons et l'autre équation, il y en a 2. Donc la combinaison linéaire, on va faire la première multipliée par 2, la deuxième multipliée par 3. Et ensuite, on ajoute. Donc ça fait 2 MnO4-, 3 Mn2+, et de l'autre côté, MnO2, il y en aura 2 par cette équation, plus 3, 5. Donc là, j'ai écrit tout ce qu'on avait. H+, il y en a 8, 4 fois 2, 8. Et de l'autre côté, il y en a 12. Donc il y en a 8 d'un côté, 12 de l'autre. Donc ils vont se simplifier. De ce côté-là, il va en rester 4. Et les H2O, ici, on en avait 2 fois 3, 6. Et de l'autre côté, H2O, il y en avait 2 fois 2, 4. Donc pareil, H2O va se simplifier puisqu'il y en a 6 d'un côté, 4 de l'autre. Il en reste 2 ici. Et ensuite, on obtient cette équation pour finir. Donc là, vous voyez que la réaction elle est écrite en milieu acide, puisqu'on libère H+. Il n'y a pas besoin de changer, puisque cette réaction-là, elle va se passer avant pH 7. Ça peut même dépasser vers 7,5. Mais bon, en général, la réaction se fait en milieu acide. Donc, on va laisser. On n'a pas besoin de changer cette fois et de le transformer en milieu basique. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qu'il y a à faire pour demain. Je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Donc, pour demain, c'est un dosage entre le fer Fe2+, et le permanganate MnO4-, ici. Donc, je vais essayer de changer de fenêtre, si j'y arrive. Alors, hop. Voilà, donc là, j'ai changé de fenêtre. Donc, le TP de demain, vous allez avoir une burette dans laquelle il y a la solution K+, MnO4-, et on va doser une solution acidifiée de Fe2+, dans le bécher. Et on suivra le potentiel à l'aide d'une électrode de platine qui est reliée à une électrode de référence, électrode au calomel saturé, dont le potentiel est connu. Donc, on a en présence 2 espèces, MnO4- et puis Fe2+. Donc là, vous avez les 2 diagrammes potentiel pH, celui du manganèse qui est à droite et celui du fer qui est à gauche. Donc, je vais les faire superposer, mais avant, je vais mettre des couleurs pour montrer ce qu'on a. Donc, on a dans la burette MnO4- qui est violet. Donc, je vais colorier la zone en violet. Et dans le bécher, vous avez une solution qui est un peu bleutée. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Fe2+ dans le bécher. Donc, voilà ce que vous avez. Ici, c'est la burette, violet, et en bas, c'est le bécher. Donc, je vais superposer les 2 diagrammes. Donc, je les avais fait évidemment avec la même échelle.
Donc, on peut les superposer. Voilà. Donc, vous voyez que dans le Bécher, on a F de plus, et F de plus existe dans ce domaine de potentiel, ici, dans le domaine bleu. Et dans la burette, MnO4-, lui, il existe à un certain potentiel qui est différent. Donc, si vous mélangez les deux en versant ce qu'il y a dans la burette dans le Bécher, MnO4-, au moment où il arrive dans le Bécher, il ne peut pas coexister avec F de plus. Et donc, c'est obligé que ça réagisse. MnO4-, soit il va se transformer en MnO2, mais ça, c'est un couple qui est lent, parce que faire un solide, c'est plus difficile que faire une espèce en solution aqueuse. Ou alors, MnO4- peut se transformer en Mn2+. Et F de plus, lui, il va réagir aussi. Si MnO4- subit une réduction, F de plus, lui, il subit une oxydation. Donc, F de plus, il va se transformer en Fe3+, et MnO4-, il va se transformer en Mn2+, puisque c'est plus rapide qu'en MnO2. Voilà. J'ai fini pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment non. Donc je vais arrêter là l'enregistrement.